Moi je vois à côté de chez moi, il y a un élevage de 200 000 poules pondeuses. On parle de fermes de 1000 vaches, mais il y a déjà des fermes de 600 veaux et plus. Les élevages de porcs, c'est pareil. Dans notre région, pas trop, mais dès qu'on va en Bretagne, on a quand même des élevages assez gros, quoi. Voilà. Dans le Gers, on ne peut pas faire une ferme de 1000. Si, il y a un projet, ouais. Voilà. Et puis il faut se dire que l'élevage soit gros ou pas, on voit bien que les animaux sont dans des logettes, dans des cages, et de toute façon, qu'il y en ait 10 000 autour d'eux ou qu'il y en ait 50, ils ont les mêmes perspectives, quoi, les animaux. Hein. Voilà. Jusqu'à la dernière campagne présidentielle, le sujet de la condition animale, c'est un sujet qui n'était pas du tout abordé en politique. Et il se trouve qu'on partage le territoire avec des animaux qui sont aujourd'hui bien plus nombreux que les humains, les animaux d'élevage, puisque les animaux sauvages, du fait aussi de cet accaparement des terres pour l'élevage, on a réduit drastiquement leur territoire. Et si on compare la biomasse terrestre, planétaire, des animaux sauvages avec les animaux d'élevage, plus les humains, il ne reste que 2% aux animaux sauvages. Donc on a complètement accaparé la planète pour nous et les animaux qu'on fait naître dans le but de les faire tuer pour les manger. Voilà, donc ça c'est un point important, donc il y a une urgence. C'est en ça que la question est politique. Il y a cette urgence-là, c'est lié à beaucoup d'autres sujets, au sujet environnemental qui n'est pas traité dans le film, mais qui est traité dans un autre film qu'on a diffusé l'an dernier qui s'appelle Cospiracy et qui est expliqué sur un site qui s'appelle viande.info, c'est-à-dire bon, il y a l'accaparement des terres, il y a l'accaparement des ressources qui sont utilisées pour donner à manger et à boire aux animaux qu'on va ensuite manger. Donc c'est aussi un gaspillage de nourriture important. Donc nous, dans notre programme pour les élections européennes, on a différentes mesures sur la condition animale. Donc la principale, elle est écrite dans l'Avenir en commun, qui est notre programme, qui est d'éradiquer la maltraitance envers les animaux. Et pour ces élections européennes, donc le programme est consultable sur Internet, on prévoit de faire adopter une charte européenne pour les droits des animaux, d'interdire les sévices sur animaux vivants, les transports d'animaux vivants sur de longues distances, tout un tas de mesures pour les alternatives à l'expérimentation animale, une réduction drastique de la production et de la consommation de viande, la fin des élevages intensifs, et une redirection des aides européennes vers les protéines végétales, puisque ce sont des sommes d'argent public colossales qui viennent essentiellement de l'Europe, qui sont données pour l'élevage en France et en Europe. Moi, j'avais pas vu le film, quand on n'a pas vu le film, je pense qu'on se doute que ça existe, mais je trouve que c'est autre chose quand on le voit. Et je sais pas si vous avez eu la même réaction que moi, mais pendant le film, plusieurs fois, on se dit, mais en fait, comment on peut en arriver là, comment on peut accepter ça? Je sais pas, moi, ça m'est revenu plusieurs fois pendant le film, et je me suis dit, mais finalement, si on accepte ça, et moi, en fait, c'est le début de ma réflexion sur ce sujet, qui honnêtement est plus récente que celle et ceux qui sont sans doute à mes côtés à cette tribune, mais le début de cette réflexion, c'est finalement si on est capable d'accepter ça, notamment à l'égard des animaux, bon, alors en fait une société qui est capable d'accepter ça, elle est capable aussi d'accepter ça à l'égard des êtres humains, puisque finalement si on fait ça, tu l'as dit Mauricio, on le fait pas pour des raisons d'une meilleure alimentation, on le fait juste pour le profit en fait. Ça a été dit à plusieurs reprises, ça a été dit je crois par exemple sur le lait, où quand l'animal n'est plus en capacité de produire suffisamment, on l'envoie à l'abattoir, on le remplace. Donc on voit bien que derrière c'est quand même les logiques qui poussent
à cette exploitation animale, c'est les mêmes que les logiques qui poussent à l'exploitation des êtres humains. Et moi, j'avoue que c'est le début de ma réflexion. J'imagine que d'autres sont arrivés par d'autres moyens ou par d'autres axes. Et donc, finalement, on combat, quand on se bat pour l'égalité sociale, le même adversaire que celui qu'on combat quand on se bat contre la souffrance animale. Favoriser le fait qu'il y ait une alternative végétarienne dans toutes les cantines scolaires, mais c'est quelque chose qu'on peut mener à l'échelle nationale, c'est ce qu'on avait fait pendant la campagne présidentielle, et effectivement, c'est un combat qu'on peut mener à l'échelon européen. Alors comment on peut le faire? On peut le faire tout en étant conscient des difficultés et des contraintes, et la première difficulté et contrainte en Europe, c'est le poids des lobbies. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un peu moins de 800 députés européens. Il y a, en fonction des chiffres, entre 20 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen. Donc finalement, pour un député européen, vous avez à peu près une trentaine de lobbyistes. Même si vous incluez les équipes des parlementaires européens pour travailler les sujets, travailler les textes, etc., vous avez à peu près un lobbyiste pour 3 ou 4 lobbyistes pour une personne qui travaille, qui est député européen ou qui travaille pour un député européen. Donc il y a ce poids qui existe. Pour autant, on peut gagner des batailles. On en a gagné. Je vous donne un exemple. L'interdiction de la pêche électrique. Vous avez sans doute suivi, pour ceux qui connaissent le plus le sujet. La pêche électrique, elle est normalement interdite en Europe, mais il y avait des dérogations sur la pêche électrique pour l'autoriser, notamment sur la mer du Nord. Et il y a eu une bataille qui a été menée pour obtenir l'interdiction de la pêche électrique partout en Europe. C'est une bataille qui a été menée, nous on en est assez fiers à la France Insoumise, parce que celui qui portait beaucoup cette bataille, c'est Younous Omarjee, qui est le seul député européen aujourd'hui de la France Insoumise. Et ils ont réussi à faire voter par le Parlement européen l'interdiction totale de la pêche électrique. Pourquoi c'était une bonne chose? Parce que la pêche électrique, c'est de la souffrance, bien sûr, mais c'est aussi une destruction finalement de tout l'écosystème marin, là où on a utilisé ce moyen de pêche. Donc c'est une bataille qui a été gagnée. Alors elle n'est pas encore 100% gagnée, parce que le Parlement européen a voté l'interdiction de la pêche électrique. Pour autant, ensuite, il y a des négociations avec la Commission et le Conseil. Et par exemple, Younous Omarjee a dénoncé le fait qu'une réunion de négociation sur ce sujet qui a eu lieu après le vote du Parlement européen, ils ont essayé de l'exclure de cette réunion de négociation. Et donc, vous voyez, les lobbyistes, ils sont toujours, même quand le Parlement européen vote une interdiction, ils essayent toujours quand même de contourner, y compris le vote du Parlement européen. Donc, vous voyez, des batailles, on peut en gagner. Moi, je vois, pour pas être trop long, au moins trois axes sur lesquels on peut agir. Tu en as parlé un petit peu, Carole, mais un des gros volets des politiques européennes, c'est la politique agricole commune. Donc, c'est tout ce qui est subvention à l'agriculture. Et là, effectivement, c'est un levier pour permettre de favoriser pour favoriser par exemple les protéines végétales, pour favoriser des formes d'élevage qui soient des formes d'élevage plus respectueuses des animaux. Donc là, vous avez si vous voulez, un levier, un endroit où vous pouvez orienter, flécher de l'argent public pour dire ça c'est acceptable, ça l'est pas, et notamment refuser toute nouvelle subvention à toute forme d'élevage industriel. Donc là, vous voyez, vous avez une possibilité d'agir. Ça passe, il ne faut pas se raconter d'histoire, par une réforme de la PAC, parce que la PAC telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle passe par ce qu'on appelle des subventions à l'hectare, c'est-à-dire qu'en fait, on ne regarde pas trop ce qui est fait, comment c'est fait, avec quelle méthode, c'est juste la surface, et puis on fait des subventions à l'hectare. Donc ça passe par de revenir sur ces formes de subventions à l'hectare, mais par une rénovation de la PAC, on pourrait avoir un levier pour lutter contre la maltraitance et la souffrance animale. Ça c'est moi un premier sujet que j'ai identifié. Un deuxième sujet que j'ai identifié, c'est tout ce qui est accord de libre-échange. Alors vous allez me dire peut-être que c'est un peu lointain, mais en fait pas tant que ça. Là aussi je vous donne un exemple concret. Vous connaissez sans doute le TAFTA et le CETA. Alors le TAFTA c'est un accord de libre-échange avec les États-Unis. Le CETA c'est un accord de libre-échange avec le Canada. Vous connaissez sans doute moins ce qui s'appelle le JEFTA. Le JEFTA c'est un accord de libre-échange avec le Japon qui a été négocié un peu en catimini pendant l'été et qui a été adopté et signé par la Commission discrètement sans que personne n'en soit informé. Or, pourquoi je parle de ça? Vous allez me dire, parce que par exemple, il y a une pratique qui est autorisée au Japon et qui n'est pas autorisée en Europe, c'est la pêche de la baleine, qui est une espèce protégée.
Or, là, vous avez un accord de libre-échange avec le Japon dans lequel il n'y a rien sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Europe accepte un accord de libre-échange avec le Japon sans remise en cause de cette pêche à la baleine qui est pourtant contraire à un certain nombre de règles et de conventions internationales. Donc, je prends cet exemple concret pour dire, si vous acceptez des accords de libre-échange, qu'est-ce que ça veut dire des accords de libre-échange? Ça veut dire la fin d'un certain nombre de normes sociales, environnementales, qui aujourd'hui peuvent être appliquées dans tel ou tel pays. Ça veut dire un alignement vers le bas de ces normes-là, et donc en particulier de normes qui peuvent être par exemple des normes de protection d'espèces ou des normes de refus des souffrances animales. Ça veut dire qu'il y a une initiative intéressante européenne qui est une pétition européenne qui a été lancée, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a pas mal de succès, qui est contre l'élevage en cage. Et là, je pense que des parlementaires européens, de la même manière que sur la pêche électrique on a gagné, je pense que des parlementaires européens nombreux pourraient s'appuyer sur cette mobilisation citoyenne pour essayer de faire avancer aussi l'interdiction de l'élevage en cage. Alors, c'est important de prendre ce point-là parce que en réalité, ça montre aussi, et je pense que c'était le cas sur la pêche électrique aussi, que je dénonçais tout à l'heure le poids des lobbies au Parlement européen. Mais en réalité, la seule manière de lutter contre ce poids-là, c'est pas uniquement des petits députés européens avec leurs petits bras. C'est est-ce qu'il y a une mobilisation citoyenne qui permet de mettre la pression et de contrebalancer le poids des lobbies qui va être extrêmement fort. Je pense que c'est comme ça que sur la pêche électrique, ça a été gagné. C'est que les parlementaires européens, un des avantages du Parlement européen, si vous voulez, par rapport à un Parlement national, il a plein d'inconvénients, le Parlement européen, il a presque pas de pouvoir. C'est la Commission qui décide en dernier ressort, c'est pas moi qui vais défendre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a un avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de groupes, vous avez à la fois les orientations politiques et à la fois les nationalités qui sont des critères qui parfois vont être convergents, parfois ne vont pas l'être. Et donc vous êtes plus en capacité sur un certain nombre de sujets, des fois d'arriver à construire des coalitions qui sont majoritaires, avec des élus avec lesquels vous allez sans doute partager rien d'autre comme sujet, mais sur tel sujet, vous allez peut-être arriver à les convaincre de voter avec vous. Et donc, si vous êtes assez malin, c'est ce qu'a fait, je pense, Younous Omarjee, mais il n'était pas tout seul, il y en avait d'autres, il faut rendre hommage à tout le monde, vous pouvez arriver à trouver des coalitions d'intérêt avec des députés européens qui ne sont pas forcément du tout d'accord avec vous sur 95% des sujets, et notamment s'il y a une mobilisation citoyenne forte dans tel ou tel pays, les députés européens de tel ou tel pays vont quand même être sous le poids de l'opinion publique et ils vont être plus enclins à voter des trucs avec vous. Donc voilà, mon troisième sujet, c'était de dire qu'il y a des combats précis qu'on peut gagner à partir du moment où on arrive à construire des coalitions comme ça et à partir du moment où il y a une mobilisation des opinions publiques et une mobilisation des sociétés qui est forte. Et de ce point de vue-là, toutes les initiatives qui ont été lancées, je crois qu'il y a 214 dans les initiateurs et associations qui ont initié ça, mais la pétition sur l'interdiction de l'élevage en cage, c'est quelque chose qui est en train d'avoir un bon succès, et voilà, je pense que c'est une bataille qu'on pourrait mener aussi au Parlement. Effectivement, on a vu un passage sur les canards dans le film, on n'a pas vu le gavage qui est nécessaire à la production de foie gras et qui pour le coup est une spécificité vraiment française, bien plus qu'européenne, puisque 80% du foie gras mondial est produit en France. Et en Europe, il n'y a que 5 pays qui en produisent, partout ailleurs, c'est interdit à la production, pour des raisons d'éthique et d'actes de cruauté envers les animaux. Donc là, c'est un cas très spécifique à la France et qui est important dans les actes de maltraitance envers les animaux. Sur la Californie, ça a été interdit également à la vente il y a quelques années déjà, et là ce qui s'est passé récemment, c'est comme il y a des lobbies là-bas aussi, qui viennent des Français, ultra puissants, ils font des démarches en justice pour qu'on revienne sur la loi. Donc là, ils ont dit non, voilà, ils ont acté, entériné cette interdiction du foie gras à la vente. Donc la conversion, c'est possible, de passer de la production animale à la production végétale. Nous, on l'a fait. Ma femme était éleveuse, elle a arrêté, il me sert de plus, il y a quelques mètres carrés en plus de légumes. Voilà, et puis après, je pense que les agriculteurs sont pas débiles, ils sont capables de voir plus loin que le bout de leur nez.
Et un outil de production peut servir à beaucoup de choses. Il suffit de pas se mettre les barrières. Et puis voilà. Après, effectivement, souvent ils sont lancés dans des. On va parler des grosses exploitations, ils sont lancés dans des crédits avec des bâtiments qui sont faits pour ça, qui sont souvent pas payés. Puis juste avant de finir de les payer, il y a une crise de la vache folle, du lait, je ne sais rien. Et puis on leur fait recontracter des crédits. Et puis voilà. Donc ça c'est un fait. Mais se convertir, c'est obligé. C'est pas compliqué. Les aides, il y en a. On a été subventionnés sur les CA. En plus, c'est sûr, ce n'est pas des subventions liées au bien-être animal, à la conversion par rapport à la production animale et à la production végétale, mais on peut trouver des aides et puis voilà quoi. Et après, quand on parle de culture, comme le foie gras, effectivement, c'est un poids, la culture, la tradition, mais on parle de quelle culture aujourd'hui? La culture du foie gras, c'est des stations de gavage où il y a des bandes de cygnes de canard. Et encore, je suis gentil, ça peut aller jusqu'à 20-30 000. Et je sais pas, c'est pas la tradition, ça, c'est pas la culture. Non, dans l'imaginaire collectif, je ne pense pas que c'est l'image pour les gens de. Parce que non, je vois tout là-dedans. Voilà. Je pense qu'il faut que les gens réfléchissent à ça. Et sur l'idée de conversion, de reconversion, c'est en ça que c'est une question politique et c'est ça qu'on propose, c'est d'accompagner financièrement les éleveurs qui sont bien aussi évidemment victimes de ce système en redirigeant les aides. Donc là, on est d'accord là-dessus. Et sur les interventions dans les écoles, vous avez raison, merci Cécilia pour avoir parlé de la démarche de L214 éducation. Il y a un fait à rappeler, il y a peu de gens qui le savent. Aujourd'hui, c'est le lobby de la viande qui va dans les écoles faire des informations sur la nutrition. Voilà, Intervève, ça s'appelle. Ils ont droit de citer dans les écoles, c'est hallucinant. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous, notre lutte active contre les lobbies, c'est à interdire au plus vite. Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez justement au niveau des écoles. C'est très intéressant parce qu'il y aurait une approche qui serait peut-être aussi intéressante pour mobiliser et sensibiliser les enfants et les instituteurs ou professeurs, peu importe. Ce serait déjà d'amener un petit peu sur la condition animale, ne serait-ce que dans les cirques, dans les zoos, les élevages d'animaux de compagnie, c'est absolument effroyable. Donc ça pourrait être un moyen, on va dire, un petit peu plus soft de mettre un pied dans l'entrebâillement de la porte des écoles et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, ça peut être, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Sans oublier qu'on est quand même dans une région où la corrida est encore un petit peu, j'ai bien un petit peu, parce qu'à mon avis ces jours sont plutôt comptés, mais là aussi je pense qu'il y a... Là on a vu des images sur des animaux qui sont destinés à être de la nourriture, entre guillemets, si on peut... Mais la corrida, c'est uniquement, on va dire, une jouissance de voir... Enfin, de s'amuser sur la mort d'un animal. Je pense qu'on peut mettre ça au même niveau que les combats de chiens ou ce genre de choses. Donc, il y a encore du travail, mais je pense que effectivement, en rentrant par les écoles, ça peut être un truc intéressant. Dans le film, il y a différents chapitres qu'on n'a pas vus ce soir, qui concernaient effectivement l'habillement, la science, les animaux de compagnie et les animaux de divertissement. Et vous avez parlé de la corrida, on peut parler de la chasse aussi, qui est aussi un divertissement. Je voudrais dire quand même qu'il y a des lueurs d'espoir qui se pointent parce que depuis maintenant 2 ans, je rencontre des élus beaucoup plus sensibilisés à ça. L'introduction des repas végétariens, c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui. Il y a 2-3 ans, je n'en voyais jamais. Aujourd'hui, j'en vois un peu partout qui fleurissent. Et il y a des produits adaptés. On va parler simplement de la protéine végétale, par exemple. Vous faites des spaghettis bolognaises, au lieu de mettre la viande, vous mettez de la protéine végétale en sec ou en surgelé.
Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui la goûtent et qui se cassent le nez en plus. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais personnellement, sur le terrain, je ressens depuis 2-3 ans un grand intérêt et que les choses évoluent, à mon avis, dans le bon sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup à faire ou qu'il faut baisser la garde. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on a fait pas mal de chemin. Voilà. Deux petites choses. Rachel m'a fait goûter du foie gras végétal. J'ai été bluffé, j'ai cru que c'était vraiment du foie gras. J'ai cru qu'elle voulait m'avoir. Alors moi qui suis du sud-ouest, je pense que les gens sont plus attachés au goût qu'à l'origine, ils s'en foutent. Donc à partir du moment où on arrive à faire cette supercherie, parce que pour choper les gens et mettre le masque sur la figure, les faire goûter, qu'est-ce que vous pensez avoir mangé? Je parie qu'il y en a qui vont être persuadés qu'ils ont mangé du foie gras. Hein. Parce qu'il y a foie gras et foie gras, c'est comme on l'achète, etc. Bon, ça c'était pour la touche optimiste. Les élevages de petits formats, dit du terroir, qu'on trouve dans les cépages, dans les montagnes, etc., où tout le monde vante ces petits élevages. Il faut avoir des reportages, ça n'accepte pas. L'éleveur a l'air d'être presque en empathie avec ses animaux, il les caresse, etc. Mais un jour ou l'autre, il va finir à l'abattoir. C'est ça qui m'inquiète. Donc, comment ils sont tués, ces animaux? Ils ont eu une si belle vie. Est-ce qu'ils se retrouvent mélangés avec les mêmes animaux et tués de la même façon? Parce qu'à ce moment-là, c'est pas la peine que nous vantons ces élevages, si in fine, ils vont terminer de la même façon. Bon, voilà, c'est tout. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors pour les petits élevages, c'est bien simple. Les animaux, alors pour les bovins en tout cas, il y a le camion qui passe, hein, parce que c'est rarement l'éleveur qui amène les animaux à l'abattoir. Et puis à l'abattoir, voilà, dans une case peut-être différente de celle de son voisin, mais le pouvoir d'amener est le même. Arrivé au bout, c'est la même histoire pour lui, et puis voilà. Et pour avoir fait du transport de bétail, on faisait beaucoup la Corrèze, la Lozère, les Monts de la Cône, l'Aveyron, donc on est quand même dans des pays assez sauvages, là où on a des vaches qui sont dehors, et on a ramassé les petits veaux. Voilà, ces petits veaux, on en faisait des lots. On allait soit nous-mêmes en Italie, soit quand on n'avait pas le temps, on allait dans des centres d'abattement, là où nous on partait vers l'Italie, parce que la ferme nationale qui font pas avec le contrat, c'était en Italie. Et là, je ne vais pas dire la bêtise, mais je crois que c'est plus de 1 500 000 veaux qui sont traités chaque année dans cette ferme nationale. J'en ai des petits veaux, et je ramenais des veaux qui avaient une douzaine de mois de plus, et qui avaient passé, donc c'était ramassé dans le monde de la Cône, pour les herbes. Ça avait passé sa vie et son enlèvement en Italie, c'était abattu à Castres chez Liga. C'est une ville française, mais voilà. Donc il faut marquer né et abattu en France. Voilà. Il est inglés en Italie ou en Espagne. Ça j'ai vu. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur les poules bio, alors effectivement il y a des petits élevages, mais c'est très confidentiel, vous ne retrouverez jamais les œufs dans le commerce, même pas sur le marché ni rien, parce que ces petits élevages, c'est pas assez pour pouvoir vendre de cette façon, mais il faut savoir qu'en bio, vous parliez des poules, alors là on sauvait des poules qui viennent d'un élevage industriel. Là il se trouve que depuis 2 ans, je vais en chercher dans un élevage bio. Et les poules sont dans un état, on va dire, des fois pire que celles que j'ai récupérées chez l'éleveur industriel. Pourquoi? Parce que effectivement, ils sont pas en cage, mais ils sont 3000, alors on a droit en bio jusqu'à 3000 par bâtiment. Voilà. Bon, 3000 par bâtiment. On entendait le reportage, au-dessus de 100 individus, les poules sont complètement perdues au collectif relations sociales, parce que il y a des relations sociales hiérarchiques. Voilà. Et donc là, il n'y a pas un coq en plus pour faire le flic, parce que
Parce que le coq fait le flic chez les poules, et quand elle rentre le soir, pour se percher le plus haut possible ou à la place la plus stratégique, c'est la guerre. Voilà, la guerre entre 3000 poules, on imagine au bout de 10, 12, 14 mois, l'état dans lequel. Voilà. Je rajouterais quand même qu'au-delà de notre condition avec elle vivre, on n'avait pas parlé de ce qu'elle mange. Il y a des produits qu'on a fait avaler. Pour le bio, mange bio, mais mange. Non, je parle des poules qui ne sont pas bio, qu'elles arrivent à manger comme produit pour que la coquille de l'œuf soit dure, pour qu'elle ne tremble pas, pour qu'elle puisse pondre, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un plus. Voilà. Les épices. Et on retrouve ces produits dans le. Oui, les animaux d'élevage sont les premiers consommateurs et de très bonnes d'antibiotiques et de médicaments. Donc il y a le lobby pharmaceutique qui est lié. J'ai le sentiment un peu inverse que celui qui a été exprimé par plusieurs personnes, c'est-à-dire j'ai le sentiment que depuis quelques années maintenant, sur ces sujets-là, ça bouge beaucoup, et ça bouge beaucoup dans le bon sens. Y compris, il y a du monde aujourd'hui dans la salle, dans un contexte qui est un contexte occupé par autre chose. C'est la preuve que c'est un sujet qui intéresse, fait réfléchir beaucoup de gens. Il me semble que, par exemple, la dernière campagne présidentielle, elle avait plein de défauts, mais c'est, à ma connaissance, la première fois qu'on a parlé autant de ces sujets-là, j'ai l'impression. Je vois bien que le travail d'information qui est fait par des associations, que par la montée des préoccupations autour de la question de l'écologie, de l'environnement, de la santé, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aujourd'hui sur les questions de la forme d'alimentation, sur les questions de la lutte contre la souffrance animale, et c'est des réflexions qui montent beaucoup. Donc moi j'ai l'impression que, je suis pas d'accord avec l'idée de dire ouais, il y a les études, ce que vous avez dit tout à l'heure, les études montrent que les gens ne veulent pas changer. Ouais, il y a plein de trucs qu'on a gagnés, sur lesquels si on avait fait des études à l'époque, elles montraient que les gens ne voulaient pas changer. Alors je ne veux pas faire de comparaisons, ce sont des comparaisons scabreuses, mais il y avait des choses qui apparaissaient tellement installées à des moments dans l'histoire que si on avait dit on va les remettre en cause, tout le monde aurait dit ah bah non ça les gens ne veulent pas changer. Le fait que tout le monde ait le droit de vote, le fait que le droit de vote soit pas que masculin, le fait que si à l'époque on avait posé la question, on nous aurait dit ah ouais bah non mais ça les gens ne veulent pas changer quoi. Donc moi je crois pas ça, voilà. Je pense qu'au contraire les choses bougent et qu'elles bougent dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du travail. Mais aujourd'hui que vous puissiez gagner des batailles au Parlement européen sur la pêche électrique, peut-être demain sur c'est quoi qui a été interdit voilà, le chalutage en eau profonde, excuse-moi. Bon, il y a plein de sujets sur lesquels on a gagné des batailles et je pense que demain on peut en gagner encore. Voilà. Donc c'était juste pour donner ce message plus d'espoir parce que alors bien sûr qu'il y a des aspects liés à l'éducation, bien sûr qu'il y a des aspects liés à des aspects générationnels, mais quand vous voyez aujourd'hui par exemple quand vous faites une réunion publique sur cette question-là, la salle elle va être beaucoup plus jeune, on sent que la jeune génération elle est beaucoup plus intéressée à ces questions-là. Ce que tu as dit sur le fait que maintenant dans les cantines scolaires il y a de plus en plus de sensibilisation à la question de l'alimentation, de repas alternatifs végétariens, tout ça. Voilà, moi je trouve que ça va plutôt dans le bon sens quoi. Alors il y a encore beaucoup de travail, j'en doute pas, mais je pense que ce travail de conviction il avance. Et dernier aspect, tout à l'heure je disais c'est une lutte contre un système économique, et donc un système économique qui se dote aussi, et ça a toujours fonctionné comme ça, un système économique pour dominer, il se dote aussi de vecteurs et d'outils culturels. Et quand vous, depuis que vous grandissez, on vous dit qu'à chaque repas de midi et le soir il faut manger de la viande, que les publicités que vous avez à la télévision c'est les publicités pour le steak charal, que honnêtement moi ma génération on a grandi avec ça à la télévision, etc. Donc forcément il y a un poids, il y a un vecteur, une idéologie dominante, culturelle, qui vient accréditer le fait que ce système-là est le seul système raisonnable. Mais je pense que cette bataille culturelle, elle se mène. Je confirme en ce sens où je crois qu'il y a plutôt un refus de regarder la réalité en face plutôt qu'un refus de changer. Et justement, si la population refuse de regarder les images de la réalité, de l'élevage, de l'abattage, de la fourrure, etc., c'est justement parce qu'on n'a pas perdu notre sensibilité et qu'on est dans l'empathie. Par rapport aux abattoirs de France, et de 1956, d'accord,
J'ai compté des abattoirs des volailles. Hein. Moi, je parle que des bovins, porcins et bovins. Et les 95% sont tous la même cadence, exceptuant à quelques exceptions près, et que c'est des petits abattoirs, comme vous dites, de petite échelle, que la cadence il est beaucoup moins intense. Et ça fait pas longtemps, l'autre jour même, j'étais avec un ouvrier d'abattoir, et il est jeune, et ça fait que 3 ans qu'il travaille dans un abattoir, à petite échelle. Il touche 25 bovins par jour. 25 bovins par jour, si on me laisse, il le fait tout seul. Non, bon. Et alors, c'est qu'il y a longtemps, entre animal et animal, on va prendre le temps de le tuer, d'accord? Mais non, la cadence, on ne peut pas l'arrêter, sinon ce ne sera pas productif. D'accord? Les abattoirs, c'est 1 minute 30 par animal, un bovin. Et un agneau, il peut aller de 2 à 3 agneaux par minute. Là, l'agneau, il ne s'arrête pas, la chaîne ne s'arrête pas. Parce qu'un cochon et un bœuf, on a des petits stops. La chaîne ne s'arrête pas, mais on a des petits arrêts, là on fait le boulot. Et l'agneau, la chaîne ne s'arrête jamais. Des fois, on marche avec l'agneau. Et alors, voilà, dans ces conditions, l'animal, bien élevé ou pas bien élevé, il va mourir dans des conditions atroces. D'accord? Moi, la seule chose que j'ai vue à Limoges, c'est descendre la cadence de la chaîne, baisser la cadence, baisser la vitesse, simplement parce que c'était une bâche de concours qui venait de Paris. D'accord, qui venait d'un grand concours, il venait de gagner, c'était pour un grand restaurateur. Mais là, on baissait la cadence en moment que la carcasse, il est à la chaîne déjà, il est morte. Alors, on baisse la cadence pour que les ouvriers, parce qu'à force de faire le travail très vite, on va mettre un coup de couteau dans la cuisse. Et les moins belles. Si on fait ça en bâche de concours, alors là, tu es viré. Alors voilà quoi. Et alors, par rapport à la souffrance animale, dans l'abattoir, bio, pas bio, grand ou petit, la souffrance, on ne va pas l'éviter. Le seul moyen, c'est d'essayer de tuer l'animal sans qu'elle se rende compte. Qu'elle ne se rende pas compte qu'elle va le tuer, par surprise. Mais ça, voilà, il faut carrément, il faut avoir les moyens pour installer ça, quoi. Où ils sont stockés les animaux à la box d'abattage, qu'ils soient carrément insonorisés, ou bien hermétiques, que les animaux ne s'entendent pas. Baisser carrément les cadences. Les cadences, il faut la baisser, mais à 3, 4, 5%. Tu es une bête, chaque 5-10 minutes, on va dire, chaque 10 minutes. Ça serait l'idéal, le mieux pour les animaux, l'idéal. Pas l'idéal, pas la mort. Et le mieux pour les animaux. Les installations, voilà, vous avez vu le couloir, on les pousse à coups de bâton, à coups de tiges électriques. Alors voilà quoi. Ça, si on ne change pas ça, vous n'aurez pas de Il n'empêche que s'il y avait des lois qui interdisaient de faire ce qu'on fait dans les abattoirs, on ne le ferait pas. Donc il faudrait bien aussi essayer de faire avancer les lois de ces abattoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Déjà, dans la majorité des abattoirs, si on respectait aujourd'hui quelle réglementation qu'il est écrite, parce qu'il n'y a aucune loi qui protège les animaux d'abattage. Et aucune. D'accord? Mais il y a quand même une réglementation. Que cette réglementation-là, on se la saute, quand la chaîne, il faut qu'il marche. La réglementation, on n'a rien à serrer. La réglementation, c'est quand il n'y a pas beaucoup de boulot, ou qu'il y a un contrôle sanitaire qui se présente, que là, voilà, on va laisser la cadence, qu'au par hasard, voilà, on est tous propres, et les machines à stériliser les couteaux, qu'au par hasard, ces jours-là, ils marchent tous,
Quand on l'utilise presque jamais, une fois que le contrôle est passé, on revient voilà, à les mauvaises habitudes. Et par exemple, le service vétérinaire. Et pourquoi il n'est pas plus en amont? Pourquoi, voilà, et pourquoi eux-mêmes, ils n'appliquent pas la réglementation à la règle? Il y a tellement de choses à travailler encore, il y a tellement de choses à voir, simplement pour améliorer le quotidien. Et après, voilà, et le travail continue pour diminuer la consommation. Certains abattoirs, il faut fermer à vie, d'accord? Et faire plus, voilà, quoi. Et évoluer avec les sociétés. Moi, je crois que ça va prendre, c'est comme la cigarette de l'agriculture. Dans 10-20 ans maximum, je pense qu'on ne pourra plus faire des publicités comme Charal, tout ça. Je crois qu'il faudra du temps, mais ça va se faire. Les gens vont prendre conscience petit à petit, mais ils vont commencer comme ça par. Merci, on va laisser le dernier mot après la chaîne. Juste sur les services vétérinaires dont monsieur parlait, ils n'ont aucun pouvoir dans les abattoirs si ce n'est celui de compter les crottes de souris et de rats. Ça, il faut bien le savoir. Voilà. Ça, c'est les vétos eux-mêmes qui me l'ont dit. Enfin, mais moi, on en connaît. Ils nous ont dit on n'a aucun pouvoir si ce n'est celui de compter les crottes de souris et de rats. Après les premières images qu'avait été faites en 214, ma femme était encore éleveuse à l'époque, il y avait un abattoir à la maison, et on a eu la visite donc de la DSD qui est venue, parce que le gouvernement avait dit on va envoyer du monde dans tous les lieux d'abattage, que ce soit les petites chevilles de volaille, les gros abattoirs, voilà. Donc on a eu la visite des services vétérinaires, on connaissait la personne. Par discuter, venir boire un café, et puis merci, au revoir à la prochaine. Voilà, ça y est passé le plus, elle a relevé des petits manquements à telle ou telle norme et compagnie, mais bon, enfin, on lui a demandé alors qu'est-ce qu'on risque? Un avertissement, et sinon, ben non, c'est des avertissements, hein, c'est cool, ouais, ça va pas plus loin que ça, quoi. Voilà. Il faut savoir que les vétérinaires, de toute façon, ils peuvent rien faire. Et même quand ce sont des vétos extérieurs qui sont agréés, des SD et compagnie, c'est des gens qui leur font le commerce, et quand même c'est l'élevage. À la campagne, un éleveur il voit peu, encore dans le mouton, il voit peu de chiens, de chats, c'est des moutons, c'est des vaches. Voilà. Donc, ça, il faut bien se dire que les services vétos sont là pour le bien-être animal dans les éleveurs. Le dernier mot, c'est vous dire que les élections européennes, c'est des élections importantes, que généralement, c'est des élections où il n'y a pas grand monde qui va voter, vous savez. Bien sûr, elles ne permettront pas de tout changer, ça serait mentir de dire que ça permettrait de tout changer, mais pour autant, on peut gagner quelques combats, et voilà, moi j'ai essayé de donner 2-3 exemples de combats qu'on peut gagner, et qui font avancer un petit peu les choses. Alors, ça ne change pas radicalement tout, mais quand on obtient la pêche électrique, quand on obtient telle ou telle chose, ben, on fait avancer un petit peu les choses. Donc voilà, on va rappeler que ce combat-là, il est important. Je pense que vous avez vu que c'est une question sur laquelle on a envie, nous, d'avancer, de prendre des engagements et de les mettre en œuvre après. Et je voudrais vous dire aussi que moi, j'ai essayé de, en tout cas, c'est ma vision de la question, de la connecter aussi à la question sociale et à la question de la lutte pour une société qui soit une société d'égalité, partage de la richesse, etc. Que bien sûr ça peut paraître bien loin, mais qu'en ce moment il y a quand même un mouvement social d'ampleur dans notre pays, que ce gouvernement qui est en responsabilité, il y a eu un examen de loi au mois de novembre dernier, c'est la loi alimentation, que les députés de la France Insoumise avaient porté un certain nombre d'amendements sur la question de la lutte contre la souffrance animale, que tout a été rejeté sans aucune discussion. Et donc le mouvement social qui est en cours en ce moment pour faire reculer ce gouvernement, je pense qu'il traite aussi cette question. Alors pas seulement, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui sont sensibles, mais je pense que notre travail c'est de montrer que c'est des questions et des sujets qui ont des cohérences et qui fonctionnent ensemble, et qu'à la fin on ne se bat
un ennemi commun. Donc voilà, vous dire que demain il y a une journée de mobilisation, de manifestation, un rendez-vous à 13h30 à Georges Jaurès. Et si vous n'avez pas l'information, vous invitez à y participer aussi. Pardon? Vous pouvez prendre le gilet de la couleur que vous voulez. Je pense que l'important c'est d'être présent dans la rue. Voilà, moi c'est ça mon conclusion.